Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois de plus un Africain extraordinaire dans son domaine. Lui, c'est Djibril Diop, Monsieur Djibril Diop, qui est ingénieur biomédical résident au Sénégal. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la radiothérapie ainsi que de la dialyse. Nous savons tous que ces deux domaines ne sont pas très répandus dans nos hôpitaux en Afrique. Avec lui, nous allons non seulement mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces examens qui sont pourtant très importants ne sont pas répandus en Afrique et aussi mieux comprendre comment ces examens sont importants, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre nos problèmes de santé. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, Monsieur Diop. Salut, Monsieur Patrick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, Monsieur Djibril Diop? Merci, Monsieur Patrick. Permettez-moi déjà de saluer votre initiative sur Afrique Innov. Et je suis très ravi de faire partie de vos invités. Je sais qu'il y a parmi tant d'autres invités qui sont passés ici des invités très extraordinaires que j'ai déjà suivis. Et en résumé, je m'appelle Djibril Diop. Je suis ingénieur en ingénierie biomédicale. Je suis sorti de l'école polytechnique est-africaine de Dakar et je suis sénégalais. J'ai fait mes premiers pas dans le monde biomédical au CNFTMH. C'est un centre de formation national des techniciens en maintenance hospitalière au Sénégal. C'est aussi un centre de référence pour le Sénégal parce qu'il forme des techniciens en maintenance hospitalière étatique. Et je salue aussi au passage le directeur, M. Salih John. Je salue aussi de passage tout l'ensemble, le corps professoral, ainsi que mon directeur, je ne dirais pas encore le directeur parce qu'il m'a formé sur le froid et la climatisation, M. Tchombitine, qui est d'ailleurs aussi mon directeur général dans l'entreprise où je suis, MTS. Et je le salue de passage à qui il a participé à ma formation de base. Vraiment, je lui dois un accueil chaleureux, franchement. Mais aussi, formidable. C'est ça, exactement. Donc, aussi pour continuer, je suis spécialisé sur la dialyse, particulièrement sur les générateurs de dialyse et aussi la salle de traitement d'eau ou l'unité de traitement d'eau. En plus de cela aussi, je suis spécialisé sur la radiothérapie, c'est-à-dire tout ce qui est oncologie, c'est la cancérologie. Donc, je suis aussi spécialiste sur la curithérapie, HDR, ce qu'on appelle la high dose rate, avec une marque internationale qu'on appelle Elekta. Donc, il y a deux concurrents au niveau mondial pour la radiothérapie. Si vous ne travaillez pas pour Elekta, vous travaillez forcément pour l'autre concurrent, ça s'appelle Variant. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur Elekta, à qui je remercie aussi tous mes collègues. C'est ça. Cela signifie que vous êtes très brillant, très certainement. Non, je ne suis pas brillant, je dirais que ça, c'est une chance en fait. Ok, wow, c'est super. Et je remarque que la majorité des étudiants qui ont étudié à l'université polytechnique de l'Ouest africain à Dakar ont la possibilité de travailler dans de très grandes entreprises, non seulement dans le monde, mais aussi en Afrique plus particulièrement. J'ai eu la grâce comme ça d'interviewer un de vos professeurs, très certainement un professeur que vous avez eu, Monsieur Ali Traoré. Exactement. Qui est un professeur à l'université protestante de l'Ouest africain. Je salue comme ça au passage tous les abonnés de la chaîne qui sont étudiants là-bas. Et nous pensons que l'université polytechnique de l'Ouest africain va continuer à faire un travail extraordinaire, comme ça a toujours été le cas. Exactement. S'il vous plaît, oui, qu'est-ce que vous... Bon, je voulais dire aussi,
Exactement. Bon, la présentation reste un peu tout petit peu. Bon, d'ailleurs, d'ailleurs, même je suis aussi professeur à l'Université polytechnique ouest-africain. Je suis chargé maintenant de dispenser des cours de dialyse pour les étudiants à L3 et pour les étudiants aussi de Master 1. Et je salue aussi le professeur D'accord, Ali Traoré, exactement. d'accord. Euh, S'il vous plaît, entrons un peu dans le vif du sujet. La radio, vous pouvez définir ces deux mots, la radiothérapie et la dialyse, et aussi euh, comment est-ce que la radiothérapie peut résoudre les problèmes de santé des Africains en 2022? Bon, en 2022, bon, je dirais d'ailleurs, on va définir ce qu'est la radiothérapie. Déjà, la radiothérapie, c'est une des techniques de traitement du cancer en oncologie. En oncologie, vous avez quatre types de traitements. En plus de la radiothérapie, vous avez la curithérapie, vous avez aussi la chimiothérapie, où vous allez aussi appliquer la chirurgie. La chirurgie qui est une méthode ancienne. Bon, tous nous connaissons la chirurgie. Avant, il n'y avait pas la radiothérapie, il n'y avait pas la curithérapie, on faisait uniquement la chirurgie pour traiter le cancer. Maintenant, pour définir en termes courts la radiothérapie, c'est tout simplement une technique de traitement du cancer qui utilise ce qu'on appelle les rayonnements ionisants de haute énergie. Donc, après avoir localisé la tumeur ou la cellule cancéreuse, donc, le, c'est-à-dire que les énergies ou les rayonnements ionisants vont pénétrer directement le cancer ou la cellule tumorale. Donc, après avoir aussi délimité le champ de traitement, on va essayer aussi de protéger au maximum ce qu'on appelle les cellules saines. N'oubliez pas que ce sont des hautes énergies. Donc, on ne veut pas que les cellules saines qui n'ont pas de cancer soient atteintes par ce qu'on appelle les types d'énergie-là. Donc, on doit protéger toutes les cellules saines et irradier seulement la partie tumorale. Parce que n'oubliez pas que le cancer aussi, ça se développe. Donc, si vous ne traitez pas le cancer, ça se développe. Raison pour laquelle, donc, quand vous irradiez la cellule tumorale, il n'aura pas la capacité de se régénérer. Alors que les cellules saines auront la capacité de se régénérer. Bon, on ne dit pas qu'on ne va pas les irradier, mais on les irradie légèrement en fait. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les types d'énergie qu'on appelle les électrons ou les photons. Les photons aussi, on peut les appeler comme les rayons X. Et c'est ça. Après, parce que soit on utilise des électrons, soit on utilise ce qu'on appelle les photons. Pour utiliser les électrons sont seulement utilisés pour des tumeurs superficielles, c'est-à-dire où la lésion tumorale ne dépasse pas 5 mm de profondeur. Mais si, par exemple, les médecins oncologues détectent cancer, un cancer du moins, ou aussi une cellule tumorale à l'intérieur du corps humain, c'est-à-dire en profondeur plus de 5 mm, là, on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle les électrons. On va utiliser le type d'énergie qui est les photons, qui est plus efficace en profondeur qu'à la surface. Alors que pour les électrons, c'est le contraire. Les électrons sont plus efficaces sur la couche superficielle qu'à l'intérieur. Donc, vous voyez, donc là, vous voyez nettement la différence de ce type d'énergie utilisée en matière de traitement du cancer. Et là, c'est aussi tout un processus de traitement, en fait, que le temps peut-être va nous permettre d'entrer plus en détail. Exactement. Je voudrais préciser ici à ceux qui nous regardent que même s'ils ne sont pas dans le domaine de l'ingénierie biomédicale, c'est important d'avoir certains détails parce que la plupart du temps, lorsqu'on arrive à l'hôpital et que le médecin dit, voilà, il va faire un examen sur le patient, les membres de la famille ne sont pas toujours au courant de ce que le médecin veut faire sur leurs proches. Donc, nous pensons que bien que M. Djibril Diop parle des électrons, des photons et aussi la distance de pénétration de ces photons-là et des électrons. Vous avez dit par exemple que les électrons sont utilisés lorsque on veut observer la surface. Et puis les photons, c'est un peu plus en profondeur. Je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent de ne pas négliger cet aspect-là. Donc, il ne s'agit pas juste d'un aspect pour les ingénieurs ou pour les médecins, mais pour tout le monde, puisque ces éléments-là sont appliqués sur nous lorsque nous sommes malades. Merci beaucoup pour ces informations, Monsieur Djibril Diop. Je voudrais poursuivre en vous demandant si les médecins africains
ou bien les médecins en général ont l'autorisation de faire comment est-ce que je peux dire, cet examen-là en utilisant les photons ou les électrons? Est-ce que la formation qu'ils ont en tant que médecin est suffisante ou bien ce ne sont que les ingénieurs biomédicaux qui doivent faire ces examens avec les photons et les électrons? En fait, Patrick, il faut savoir que en radiothérapie, bon, le domaine est très très vaste et chacun a son rôle à jouer. Vous voyez, moi, en tant qu'ingénieur biomédical, j'ai le droit, par exemple, bon, je vais définir les médecins leur rôle, l'ingénieur son rôle, mais aussi les physiciens leur rôle. Ce n'est pas n'importe quel médecin qui doit faire ces examens-là. Les médecins autorisés à faire les examens, on les appelle des médecins oncologues. C'est-à-dire ce sont des médecins généralistes, mais aussi qui ont subi une formation spécialisée en radiothérapie. Raison pour laquelle on ne les appelle pas des chirurgiens, on ne les appelle pas des médecins généralistes, mais on les appelle des médecins oncologues, c'est-à-dire des médecins en cancérologie. Nous, on nous appelle des ingénieurs biomédicaux en radiothérapie. C'est bien défini. Il y a aussi ce qu'on appelle les autres physiciens, les physiciens médicaux. Maintenant, c'est les physiciens médicaux qui auront la possibilité, par exemple, de choisir, de dire si tel patient doit être traité en électron, tel patient doit être traité en photon. C'est eux qui doivent définir ça, suivant aussi ce qu'on appelle le TPS. Le TPS, c'est un système de dosimétrie. À partir de la dosimétrie, c'est en ce moment qu'on va déterminer tel patient va être traité sur quel type d'énergie. Même le nombre d'énergies est défini aussi par les physiciens, suivant aussi la profondeur, souvent aussi l'épaisseur de la cellule tumorale. Vous voyez. Donc, mais nous, en tant qu'ingénieur biomédical, nous, si par exemple on trouve que le faisceau d'électrons ou le faisceau de photons n'est pas correct, si par exemple ce faisceau est sous-dosé ou s'il est surdosé, nous, on a l'obligation, on a l'autorisation aussi de dire que telle machine de radiothérapie ou tel équipement de radiothérapie n'est pas dans son état optimal, donc on ne peut pas traiter avec un malade. Ça, c'est le physicien qui va le dire en collaboration avec l'ingénieur biomédical. C'est ça. Nous avons eu un petit problème de connexion. Exactement, S'il vous plaît, exactement. vous pouvez poursuivre. Oui. Ok. Donc, je vois qu'aussi il y a certains détails qui n'ont pas été pris en compte, je ne sais pas. Bon, mais je vais essayer de me rattraper. D'accord. En tout cas, ce que je disais, c'est que il y a que les physiciens médicaux qui ont le droit, par exemple, de dire que tel patient doit être traité en photon, tel patient doit être traité en électron. Parce que les médecins aussi oncologues son rôle. Après avoir reçu le scanner de simulation, n'oubliez pas que le patient doit subir ce qu'on appelle un examen de scanner. C'est ça qu'on appelle le scanner de simulation. Les résultats vont être donnés automatiquement au médecin oncologue. C'est un médecin oncologue qui devrait faire ce qu'on appelle le contourage des cellules tumorales. Pourquoi contourage? C'est parce qu'on essaie de délimiter au maximum possible la surface à irradier. Donc, après avoir délimité la surface à irradier, il va protéger ce qu'on appelle les cellules saines par les différentes actes. Après avoir fini maintenant, les médecins vont envoyer ces résultats-là aux physiciens médicaux qui vont faire ce qu'on appelle la dosimétrie. Qu'est-ce que ça veut dire la dosimétrie? C'est qu'ils vont dire à chaque endroit, à chaque angle de tir de la cellule tumorale, on va injecter, on va inoculer par exemple tel grain. On va inaugurer 2 grains, on va inaugurer 3 grains, et ainsi de suite. Donc là, c'est le rôle du physicien médical. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire la maintenance de la radiothérapie. C'est de voir aussi si la dose est correcte. Parce que la dose, il a ses propres caractéristiques, que ce soit le faisceau d'électrons ou le faisceau de photons, il a ses propres caractéristiques. On peut en lister l'homogénéité, on peut en lister aussi la symétrie, on peut aussi en lister le flatness. Nous, quand on voit par exemple que le flatness, l'homogénéité ou la symétrie n'est pas hors norme, on ne va pas donner l'autorisation de traiter sur la machine. Ça, c'est notre obligation en tant qu'ingénieur biomédical. Sinon, qu'est-ce qui va s'arriver?
soit le faisceau il est sous-dosé. S'il est sous-dosé, par exemple, le cancer ne pourra jamais être traité. S'il est surdosé, la conséquence, c'est qu'il va irradier d'autres parties, c'est-à-dire d'autres cellules saines qui n'ont rien à voir avec le cancer. Et ça, il y aura sûrement des effets secondaires. Merci. Exactement. Oui, c'est très bien de préciser cela. Ça nous permet vraiment de savoir que ça, c'est un domaine vraiment très, très délicat. Oui, ceux qui sont impliqués dans ce domaine, comme vous, par exemple, vous devez être toujours très, très concentré pour ne pas donner un peu plus de dosage, plus qu'il en faudrait, ou bien, Exactement. ou bien il ne faut pas donner un dosage très, très bas parce que ça pourrait affecter sur les résultats. Oui, bon, monsieur Diop, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien lorsque vous travaillez dans ce domaine? Oh, les défis que je rencontre souvent, c'est, en tout cas, ce que je peux dire comme défi que je dois faire, c'est seulement optimiser ce qu'on appelle les traitements. Je dis optimiser les traitements, mais aussi faire de telle sorte que le patient aussi soit sécurisé. Que ce soit en dialyse, que ce soit en radiothérapie, ce sont les objectifs que je me suis fixé toujours. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un traitement optimal, le patient ne sera jamais bien traité et le cancer ne sera jamais aussi détruit. Et aussi, on va veiller de telle sorte que donc, la machine soit travaille de manière optimale sur les vérifications. Je pense que vous savez aussi que avant chaque traitement, le matin, en radiothérapie, on fait des contrôles qualité. Chaque matin, on fait des contrôles qualité, ce qu'on appelle le top. On va Oui, sur checker. les appareils, pour se rassurer que les appareils fonctionnent bien. Voilà, c'est ça. Je pense que même chaque appareil dans bon, les équipements, par exemple, bon, dans le dispositif médical, on a aussi des appareils de contrôle qualité. Mais ça, c'est vrai, on les trouve. Mais en radiothérapie, on a tellement de machines d'équipement contrôle qualité pour vous dire que là, c'est crucial en fait. Chaque jour, on contrôle le faisceau. Chaque jour, on contrôle la partie mécanique, la partie software, la partie hardware. Donc, vous voyez. Et ce qui est plus dangereux en radiothérapie, c'est la délivrance de ce qu'on appelle le faisceau. Le faisceau, on le contrôle à tout moment. La machine le contrôle à distance, on le contrôle aussi H24. Donc, l'autre défi que je me suis fixé toujours, c'est zéro panne. D'accord, très intéressant. Zéro panne. Pourquoi zéro panne? C'est parce que quand une machine tombe en panne, ça, c'est une manque à gagner déjà. Donc, nous, en tout cas, en tant que radiothérapeute, en tout cas pour le domaine de la radiothérapie, une machine de radiothérapie, en tout cas pour la marque Electa, ne doit pas tomber en panne pendant 4 heures de temps. Vous voyez l'exigence qu'on s'est mis. Ok. Si vous, Donc, une machine de radiothérapie ne doit pas tomber en panne pendant pendant, 4 heures de temps. pendant 4 heures, en tout cas, c'est comme objectif, c'est comme défi qu'on s'est Oui, fixé. c'est votre objectif où vous êtes fixé personnellement. Voilà, C'est c'est très ça. encourageant. Ça veut dire Exactement. que vous, oui, ça veut dire que vous contrôlez même plus que la moyenne, plus Exactement. que la plupart des Ouais. ingénieurs. Parce Voilà, que vous êtes exactement. fixé comme objectif, vous ne voudrez pas que votre appareil ait un problème. C'est vraiment Exactement. super. Et lorsque vous observez le milieu ingénieur biomédical dans le domaine de la radiothérapie, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de professionnels dans ce domaine, non seulement au Sénégal, mais en Afrique en général? Est-ce que vous avez eu la possibilité aussi de travailler avec, à distance, d'échanger avec d'autres professionnels de ce domaine-ci là, dans d'autres pays africains? Oui, j'ai eu la chance franchement de travailler et là j'ai acquis franchement beaucoup d'expérience. J'ai eu la chance de travailler pour la radiothérapie avec des étrangers, avec des Turcs, avec des Anglais, avec des Chinois, je vous dis, et aussi mes collègues marocains, peut-être s'ils vont, peut-être Si vous avec voyez même cette des Algériens. vidéo, on les Voilà, salue aussi. voilà, exactement. Que vraiment je salue aussi de passage. Et aussi pour la dialyse aussi, donc j'ai pas mal travaillé avec des Africains, notamment des Béninois et des Togolais aussi, des Maliens. Je partais souvent au Mali, aussi en Guinée-Conakry pour dépannage.
Ça, je le faisais. Et pour Super. dire vrai, voilà. Et pour dire vrai, ce qui m'a motivé davantage à faire ces deux domaines, c'est deux raisons majeures. La première raison, c'est la rareté des personnes ou des ingénieurs ou techniciens biomédicaux qui font ce domaine-là. Franchement, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de techniciens qui le font. Ce Ils sont des font dans le domaines. domaine de la radiothérapie et de la dialyse aussi. Voilà, exactement. La deuxième raison, M. Patrick, qui m'a poussé, par exemple, à m'investir davantage sur ces deux spécialités, c'est le nombre exponentiel de cas de cancer atteints par les personnes, le nombre exponentiel aussi de cas atteints d'insuffisance rénale. Donc ça Et, me motive toujours. et Monsieur Diop, justement, après avoir souligné ces deux raisons pour lesquelles vous avez décidé de travailler dans ce domaine, comment peut-on expliquer le manque de personnes dans ce domaine qui est d'ingénierie biomédicale dans la radiothérapie? Comment peut-on expliquer cela? Bon, le manque peut être expliqué à deux niveaux, M. Patrick. Eh, Si par exemple je prends le domaine de la radiothérapie, vous pourrez sillonner l'Afrique, bon, tout simplement l'Afrique de l'Ouest, je dirais. L'Afrique de l'Ouest, vous ne verrez pas beaucoup de machines de radiothérapie. En Afrique de l'Ouest, je ne parle pas en Afrique noire, je voudrais dire. En Afrique noire, vous verrez, il n'y a que le Sénégal qui a la radiothérapie. En Côte d'Ivoire, on n'en a En pas Afrique de encore. l'Ouest, vous voulez dire, en Afrique subsaharienne, Non, en en Afrique de Afrique l'Ouest, complètement ou en Afrique de euh, l'Ouest? si, Ok. voilà, si vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne, vous pourrez compter les machines de radiothérapie. Parce qu'une spécialité, quand il y a beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de machines. Ça, c'est logique. On ne peut pas former des ingénieurs biomédicaux en radiothérapie alors qu'on n'a pas de machine de radiothérapie. Mais on Ça, peut c'est les évident. former et puis investir. Peut-être des gouvernements ou bien des particuliers peuvent maintenant acheter des appareils et puis pour leur permettre de travailler. Ou bien il faut Bon, d'abord acheter, vous proposez qu'on achète d'abord les appareils avant de former. non, c'est la formation. On doit former d'abord. Ou par exemple, l'État, comment il fonctionne? L'État, il sent par exemple le besoin d'acquérir une machine de radiothérapie. C'est en ce moment qu'il va former ses techniciens, il va former le personnel soignant. D'accord. Mais il ne va pas former un nombre très très conséquent. Il forme juste le peu nécessaire pour que la machine fonctionne. Vous voyez. Donc, et si vous sillonnez par exemple l'Afrique de l'Ouest, vous pourrez compter le nombre de pays qui ont la radiothérapie. Le Mali n'en dispose pas encore. La Côte d'Ivoire, une seule machine variante. La Mauritanie n'en dispose pas encore. Le Sénégal, on a ici 4 machines. Vous voyez. Le Togo, Congo, ainsi de suite, vous Le pourrez compter Cameroun les peut-être? machines. Le Cameroun, le Cameroun peut-être exactement. Moi, dans l'hôpital où j'ai une machine, on a envoyé récemment des techniciens manipulateurs ici dans l'hôpital où je suis. Ils Et vont suivre une Monsieur Diop, formation. sans vous couper, pourquoi n'avons-nous pas autant de machines de radiothérapie en Afrique? Pourtant, vous avez souligné, les cas de cancer augmentent chaque année dans nos pays. Pourquoi n'avons-nous pas assez de machines de La raison, radiothérapie? voilà, la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de machines, ça peut s'expliquer, M. Patrick, bien que ce n'est pas normal, c'est une mauvaise politique, il faut le dire. C'est une mauvaise politique étatique et aussi des investissements qui ne sont pas des priorités, de un. Secondo, il faut que aussi, c'est-à-dire la machine de radiothérapie, ça coûte très très cher. Ça, il faut le dire. Seul l'État peut acheter une machine de radiothérapie. Ça coûte à hauteur des milliards. Vous voyez le Une coût. machine coûte des milliards. Une machine peut coûter, ça peut dépasser les 1 milliard ou les 2 milliards. Waouh, Sans c'est beaucoup compter, d'argent ça. voilà. Et là, je vous dis, c'est seulement le coût de la machine. Le coût de la formation du personnel n'est pas encore venu. Le coût du bâtiment n'est pas encore venu parce qu'il doit être dans un bâtiment très spécifique qu'on appelle le bunker. Le bunker, c'est un bâtiment qui peut coûter environ 650 millions, 700 millions de francs CFA, Waouh. rien que pour la construction. Et vous devez aussi former les médecins oncologues, vous devez former les physiciens médicaux, vous devez former aussi les manipulateurs. Là aussi, c'est un coût. Donc, vous voyez le coût que vous devez investir uniquement pour une machine.
Donc, je pense que c'est des raisons. Mais bon, je ne dirais pas que c'est pas des raisons valables, parce que le cancer tue beaucoup de personnes ainsi que la dialyse. Exactement. Et figurez-vous qu'il y a quand même pas mal de machines de dialyse que nous retrouvons dans nos pays, mais ces machines-là ne sont pas, il n'y a pas une maintenance proprement dit. Comment peut-on expliquer le fait qu'il y ait des machines qui ne sont pas entretenues continuellement? Pourtant, il y a Voilà. des ingénieurs dans le pays en question. Je ne voudrais pas citer un pays en particulier, mais en Afrique, c'est un constat qu'on observe. Il y a des machines de dialyse, mais ces machines-là ne sont pas entretenues, ne sont pas maintenues. Exactement. On le voit même dans plusieurs pays. Je vous ai déjà dit que moi, je me déplace dans la sous-région pour dépannage. Je me déplace au Mali pour des dépannages des machines de dialyse, pour des dépannages de la salle de traitement d'eau. Je me déplace aussi en Guinée-Conakry. Je l'ai fait à maintes reprises. Mais la raison pour laquelle ces machines ne sont pas entretenues, c'est parce que, Patrick, il n'y a pas une autre raison, uniquement le manque de formation. D'accord. Par exemple, vous pouvez être un ingénieur biomédical, fraîchement sorti de l'école, mais si vous n'êtes pas formé sur un appareil, vous ne pourrez jamais être en mesure de le dépanner, ça il faut le dire. Et là, c'est plus dangereux pour un équipement médical. Déjà, le protocole dit, si vous n'avez pas une formation requise sur n'importe quel appareil biomédical, de grâce, veuillez ne pas toucher l'appareil. C'est ça la règle. Non seulement ça vous protège, mais aussi ça protège le patient. Imaginez que vous intervenez sur une machine de dialyse. Vous n'avez pas bien dépanné. Le patient peut perdre la vie. On ne sait jamais. Et ça, vous allez peut-être poursuivre. Vous allez peut-être être poursuivi en justice. Il vaut mieux avoir la formation avant d'intervenir sur n'importe quelle machine ou un dispositif médical. Monsieur Diop, ne pensez-vous pas que la population aussi a un rôle à jouer dans, comment est-ce que je peux dire, dans la valorisation de cette compétence qu'est l'ingénieur biomédical dans le domaine de la radiothérapie? Parce que les écoles qui pourraient former ces ingénieurs-là pourraient être aussi des écoles privées, pas seulement des écoles publiques. Donc, ces personnes qui ont des écoles, par exemple, de formation dans l'ingénierie en général, ne pensent pas à insérer cette spécialisation-là, qui est la spécialisation en ingénierie biomédicale dans la radiothérapie. Est-ce que vous ne pensez pas que le citoyen lambda a aussi un rôle à jouer, que ce n'est pas juste au niveau de l'État ou bien de la politique, mais aussi au niveau de la population, donc le citoyen lambda, c'est-à-dire valoriser aussi les compétences que vous avez, par exemple. Parce que très peu de personnes connaissent, par exemple, que votre profession existe. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Voilà le mot de la fin. Je dis aussi que franchement, je suis très, très ravi de faire un entretien avec vous, M. Patrick, notamment sur le domaine de la radiothérapie et la dialyse, qui sont deux domaines déjà rares et il n'y a pas beaucoup de techniciens spécialisés là-dessus. J'aimerais que la radiothérapie et la dialyse aient des nombres de techniciens très, très conséquents, vu aussi le nombre de cas de cancer, vu aussi le nombre de cas de décès concernant la dialyse. Et je remercie aussi au passage M. Ali Traoré, qui est d'ailleurs qui était mon professeur encadreur lors de la mémoire, à qui aussi nous comptons faire des projets sur, bon, nous comptons écrire même un bouquin sur la maintenance de la radiothérapie, ainsi que la cryothérapie, mais aussi tout le système de dosimétrie pour la physique médicale. Je remercie aussi mon directeur technique, mon directeur général, M. Chobitin, M. Sané, aussi Djibril Sané de Médecins Sans Frontières, je le remercie. Je remercie aussi tous mes collègues marocains, mon parrain, M. Kebab, Mohamed Kebab. Je remercie aussi M. Taufir, le directeur technique, ainsi que le PDG, M. Adil Benani, à qui on a un groupe qui s'appelle Best Health, dont MTS fait partie. Je vous remercie, M. Patrick. Merci beaucoup, Monsieur Djibril, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science.
Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo parce que nous avons un continent à bâtir et nous aurons besoin de la science et de la technologie pour bâtir notre continent. Merci et à la prochaine. Ciao.